fondateur de la première compagnie française des Indes orientales, la compagnie de Colbert. En 1664, pour constituer leur première compagnie des Indes orientales, Louis XIV et son ministre Colbert ont bien profité du décès récent du duc de la Meilleraye, militaire d'origine vendéenne, gouverneur de Nantes et du Port-Louis, pour accaparer l'actif de sa compagnie d'Orient. Même si celle-ci avait déjà essuyé des revers, son sort durant des années s'était trouvé entre les mains d'un homme courageux, lui ayant consacré une bonne partie de sa fortune et qui aurait mérité plus de respect. Il est trop facile, à mon sens, de récupérer l'initiative d'un entrepreneur audacieux et perspicace lorsqu'on accède aux plus hautes fonctions de l'État, ce qui est le cas de Louis XIV comme de son ministre. Cette façon d'agir est une malhonnêteté profondément choquante pour des descendants des Celtes, là où d'autres ne verront qu'un jeu cruel mais normal du monde des affaires, déjà au XVIIe siècle. Même Charpentier, le rédacteur choisi par Colbert pour composer la lettre invitant les provinciaux à investir dans sa future grande compagnie des Indes, insiste beaucoup sur les droits de l'ancienne société d'Orient, représentée alors par le fils du maréchal, devenu par son mariage duc de Mazarin. Donc le fils de la Meilleraye avait épousé une nièce du duc de Mazarin, et donc le duc de Mazarin avait mis dans la corbeille ses titres et sa fortune. Moyennant quoi, le pauvre fils de la Meilleraye a donné les actifs de la compagnie de son père à Colbert. Alors voici une citation de François Charpentier, qui est le rédacteur dont je vous ai parlé. Monsieur le duc Mazarin avait aussi des prétentions très considérables sur la même île, Madagascar, parce que depuis 7 ou 8 ans, feu le maréchal de la Meilleraye, son père, avait presque seul soutenu le commerce des Français dans ce pays-là. Voilà. Il est honnête, Charpentier. La Meilleraye était un homme sage, dont les conseils de douceur auraient mérité d'être relus après sa mort. De son vivant, ils sont respectés, comme en témoigne le prêtre Étienne dans une lettre écrite du Fort Dauphin, datée de 1664. Il est arrivé en 1663. Depuis notre arrivée, écrit-il, on vient de toutes parts nous demander la paix au fort, laquelle M. de la Meilleraye a tant recommandé qu'on fit par toute l'île. Le prêtre y décrit son arrivée à Madagascar et témoigne de la bonne entente qui règne à cette époque entre Français et Malgaches. Voilà ce qu'il écrit, c'est assez long. Nous voilà donc à terre au nombre de 17, sans autre guide après Dieu qu'une boussole dans des chemins assez difficiles. Enfin, après 2 jours, Dieu permit que nous rencontrassions des nègres, alors c'est son langage à lui, qui nous dirent que monsieur le gouverneur était pour l'heure au fort d'Imours. Nous fûmes conduits par ces nègres à un village distant du fort Dauphin d'environ 7 lieues, ça fait quand même 40 km, non, 28 km, où Ramoussé, un des plus grands de l'île, un prince local, vint au-devant de nous et nous reçut avec toutes les courtoisies, faisant tuer le veau gras et nous donnant ce qu'il avait de meilleur. Nous entendîmes tirer quelques coups de fusil, on nous dit que c'était des Français qui étaient dans un village voisin. Donc par ce témoignage, on apprend ainsi que les colons ont établi un second fort à l'intérieur des terres, le fort d'Imours, assez éloigné du fort Dauphin, puisque près de 30 km, et qu'ils n'y vivent pas retranchés, puisque le gouverneur se trouve à ce fort, tandis que des petits groupes de Français séjournent dans les villages malgaches voisins. La région est décrite par le prêtre comme très agréable. Alors là, c'est pas le prêtre, non, c'est une lettre du sieur Maison Blanche, lieutenant dans l'île,
qui est écrite du Fort Dauphin le 1er janvier 1664. Et voilà ce qu'il écrit: « Nous sommes en un beau pays, très bon et très fertile. Les viandes y sont en grande abondance, aussi bien que le riz, le vin, le miel. Mais les guerres que les naturels se sont faites en ont un peu incommodé le pays. » Alors évidemment, c'est un lieutenant qui écrit cela, hein, donc un militaire. Il ne va pas avouer que c'est la maladresse de ses chefs qui a provoqué beaucoup de ces guerres intestines. Mais François Charpentier, hein, le rédacteur des lettres là, porte clairement l'accusation, lui. « S'il est arrivé quelques désordres, écrit-il, dans cette colonie française qui ait nui à ses progrès, ils viennent particulièrement de la mauvaise conduite de quelques-uns des officiers qui ont commandé en ce pays-là. » Donc là, il accuse clairement les officiers français. Après une vingtaine d'années passées à se rencontrer, à se connaître, à s'opposer parfois, puis à mieux se comprendre, les Français et les Malgaches ont véritablement entamé une interculturalité. Les colons blancs ont des enfants avec les femmes de la Grande Île, ce qui crée des liens familiaux, désormais plus forts que ceux qui les lient à leur province natale. Ils partagent avec ces femmes des croyances et des coutumes locales, d'autant plus aisément qu'eux-mêmes entretiennent des traditions celtiques anciennes qui s'en rapprochent par le côté magique. L'interculturalité naissante favorise donc l'entente avec les peuples malgaches, qui en général, nous dit Ackermann, c'est un autre aventurier, sont des peuples doux, humains, hospitaliers. C'est un témoignage d'Ackermann de l'époque. Lorsque le 20 septembre 1664, la Gazette, qui est un journal français, signale qu'une colonie est déjà en pleine activité à Madagascar, sans doute pour encourager les détenteurs de capitaux à investir dans la nouvelle compagnie de Colbert, elle ne croit pas si bien dire. Car le père Étienne, encore lui, témoigne à plus d'un endroit dans sa lettre qu'on attendait dans l'île 4 vaisseaux que monsieur le maréchal de la Meilleraye avait promis d'y envoyer. C'est donc que le vieux maréchal a confiance dans son entreprise, le vieux maréchal de la Meilleraye. Sinon, il n'aurait pas envoyé 4 vaisseaux. Malheureusement, les 4 partiront en effet de Nantes, mais n'arriveront pas tous à destination, l'un ayant coulé dans l'estuaire de la Loire, et les autres ayant été attaqués et saisis par des pirates turcs et barbaresques. Malgré ce coup dur, un des bateaux est à Madagascar fin 1663, celui qui amène le père Étienne et qui en rapporte l'année suivante un bon chargement de cuir, de cire et de bois d'ébène. Son capitaine, le Kerkadiou, il s'appelle, c'est un breton, excellent marin, est à son 4e voyage réussi. Alors voilà le témoignage toujours de Charpentier. Ce vaisseau, qui appartenait au maréchal de la Meilleraye, était parti de la rivière de Nantes le 29 mai 1663 pour aller en cette île et après avoir fait fort heureusement son voyage, était revenu dans le port Louis le 18 mai 1664, n'ayant employé que 11 mois et 20 jours depuis son départ jusqu'à son retour. Donc on peut imaginer qu'il a dû passer 4 mois à l'aller, 4 ou 5 mois au retour, et puis 2 ou 3 mois, 2 mois dans l'île. C'est remarquable à l'époque. C'est de cette expédition, réussie en un temps record pour l'époque, que va se servir Colbert afin d'encourager les grands, entre guillemets, de Paris, à investir dans sa compagnie. Kerkadiou est invité à y donner quelques conférences à Paris, des conférences de salon, pour présenter son voyage et la situation au Fort Dauphin, qui apparaît très encourageante. Il est donc normal qu'après le décès de son père au début de l'année 1664, Monsieur le duc de Mazarin, en qualité de son unique héritier, avait beaucoup de prétentions sur tous ces pays. Il cédera finalement ses droits sous condition d'être un actionnaire important de sa nouvelle compagnie, de la nouvelle compagnie de Colbert, et que celle-ci reprenne à son service les personnes mises en place par son père. C'est un marché de dupes quand même, qui se termine par la donation pure et simple du duc de Mazarin, qui fut accompagné d'un engagement de 100 livres à la compagnie, pour lequel il lui donna sa signature, c'est-à-dire presque rien. C'est pas moi qui le dis, c'est toujours le témoignage. Le vieux duc de la Meilleraye n'aurait sans doute pas accepté de se séparer de ses actifs aussi facilement, surtout en traitant avec Colbert,
qui a réussi à faire condamner son ancien associé, Nicolas Fouquet, lui faisant saisir la totalité de sa fortune, qui était immense. Alors Fouquet avait une fortune pratiquement supérieure au roi de France. C'est ce qui a créé la jalousie. Il a fait l'erreur de convoquer le roi de France pour une soirée dans son château, et le roi de France en a nourri une profonde jalousie. Alors, certes, Fouquet a parfois voulu doubler le gouverneur de Nantes, qui était son ami pourtant, dans son entreprise maritime, mais sa famille bretonne, Fouquet possédait Belle-Île, l'Île-Dieu et Douarnenez, reste l'allié des de la Meilleraye, dont le duc est gouverneur de Nantes et de Port-Louis. Même Charpentier, donc le rédacteur de Colbert, ne trouve pas les conditions de cette cession très honnêtes, puisqu'il écrit « Sans entrer maintenant en discussion du droit de monsieur le maréchal, il n'y a pas de doute que les dépenses qu'il avait faites en vaisseaux et en hommes pour envoyer dans le pays et qui ont si fort contribué à maintenir les Français dans ce poste. » Voilà. Le roi peut bien verser 3 millions d'écus à la nouvelle compagnie, c'est ce que Louis XIV donnera, soit le 5e du capital initialement prévu, qui doit s'élever à 15 millions. Il les prend sur la fortune de Nicolas Fouquet, qu'il a lui-même fait enfermer dans une sinistre prison des Alpes à perpétuité, alors que le tribunal ne l'a condamné qu'au bannissement et à l'exil sur des preuves en partie fabriquées par Colbert. Accusation de crime lèse-majesté parce que Fouquet a fait fortifier Belle-Île, qui aurait eu des canons dirigés vers le continent. C'est un peu facile. Je vois mal quel risque posait Fouquet en dirigeant des canons vers le continent. Bon, c'est un prétexte, c'est évident. D'ailleurs, Louis XIV montre encore plus de cynisme quand il opère quelques années plus tard une véritable mainmise étatique sur la société fondée par Colbert. La compagnie de 1664, c'est toujours le témoignage, non là c'est le témoignage de Lepat et Enguerrand, Histoire de la Compagnie des Indes et des colonies d'Orient, c'est l'histoire de l'île de Groix et de la famille Gouron, donc voilà. Alors voilà ce qu'écrit Lepat et Enguerrand, ce qu'écrivent. La compagnie de 1664, lancée à grand renfort de réclames, montée avec les fonds de nombreux actionnaires pris dans tous les ordres, ayant des succursales dans plusieurs des principales villes du royaume, ayant ouvert les voies, payé les frais d'apprentissage, créé un personnel subalterne expérimenté, mais tous ces résultats n'avaient pas enrichi les actionnaires et elle avait perdu toute popularité. 10 ans plus tard, la nouvelle compagnie allait recueillir les résultats acquis, devenue pour ainsi dire la propriété d'un petit nombre de riches actionnaires que l'importance de leur part désignait pour les fonctions de directeurs généraux au détriment des 88 actionnaires anciens que la modicité de leurs apports écartait de la direction. Elle était centralisée à Paris, ayant un port d'armement tout créé à l'Orient, 2 comptoirs bien assis et des commis bien dressés aux Indes. Alors, nous verrons plus loin que les victimes de cette spoliation, les petits actionnaires, auront leur revanche, puisque la Compagnie nationale périclitant, ce sont les armateurs de Saint-Malo et plus tard nantais, qui reprendront à leur compte le commerce avec l'Inde. Mais ces débuts de la Compagnie française des Indes orientales font la démonstration de l'instauration en France, dès la fin du XVIIe siècle, d'une forme pernicieuse du capitalisme. La constitution de sociétés d'action dans le seul but d'accaparer le capital des petits porteurs et de centraliser le pouvoir de décision à Paris. Je répète, la constitution de sociétés d'action dans le seul but d'accaparer le capital des petits porteurs et de centraliser le pouvoir de décision à Paris. C'est ça le capitalisme. Cette conception des échanges humains,
s'oppose fondamentalement à celle d'une société celtique. Il y a bien là deux civilisations en présence, deux mentalités qui ne peuvent pas se confondre. Le celtisme reposant sur l'équilibre social, par le respect des peuples multiples et des droits collectifs, le capitalisme s'appuyant sur la concentration du pouvoir et très peu de droits individuels. Déjà Richelieu affirmait « Tous les politiques sont d'accord que si les peuples étaient trop à leur aise, il serait impossible de les contenir dans les règles de leurs devoirs. Il faut les comparer aux mulets qui, étant accoutumés à leur charge, se gâtent par un long repos plutôt que par le travail. » Donc, que préconisait Richelieu? C'est de faire Svelburnu, c'est de faire travailler pour que les petits, les petites gens, pour qu'ils ne se gâtent pas par un long repos. Cette idée de la nécessité du surtravail, selon l'expression de Mario Serviable, justifie tous les excès. L'exploitation des masses laborieuses, bien sûr, et plus grave, l'esclavage, qu'encouragera et pratiquera la deuxième compagnie des Indes, celle de l'eau, en 1723. Alors, la déclaration du roi d'août 1664, par laquelle la compagnie avait été fondée, l'autorisait en principe à établir sur les territoires sous sa domination tous les droits qu'elle jugeait utiles, même le droit d'esclavage. C'est une déclaration de 1664. Alors, moi, je n'ai pas vu ça. C'est affirmé par un historien local de la Réunion qui s'appelle Oaishkwang. En tout cas, ceci montre que pour Louis XIV, comme pour Colbert, les indigènes des territoires que la France occupe, ou va occuper, ne sont que les éléments faisant partie de son patrimoine, mais certainement pas des sujets dignes de respect. Or, les statuts de la compagnie rédigés quelques mois plus tard sont d'un humanisme étonnant. Outre les 4 premiers articles ayant trait au respect des prérogatives de l'unique religion du pays, du royaume, respect du Dieu chrétien et de ses prêtres, condamnation du blasphème, administration des sacrements, il prévoit le mariage d'un Français à une originaire de l'île si auparavant elle est instruite en la religion catholique, apostolique et romaine et qu'elle a reçu le sacrement de baptême, et règle même le cas d'une éventuelle séparation. Un Français étant marié à une fille, c'est le texte, ou une femme originaire de l'île, ne pourra quitter ou délaisser sa femme sous quelque prétexte que ce soit, sinon au cas de séparation qui se pratique dans le royaume de France, et la séparation ayant été jugée, le mari pourra laisser sa femme sans que pendant sa vie il puisse convoler en seconde noces. Donc il peut quitter sa femme, mais il pourra se remarier. Donc dans cet article, les femmes malgaches ne sont donc pas de simples objets de plaisir, mais bien des êtres humains comparables aux femmes de France. Les rédacteurs, et en l'occurrence Charpentier, n'oublient pas d'interdire les maisons closes, article 6. De dire que la loi est la même pour les Malgaches et les Français en cas de vol, de crime, articles 7 et 9. C'est dans le statut de la Compagnie des Indes. Et même de combat en duel, article 10. Mais surtout, l'article 12 stipule clairement qu'il est expressément défendu de vendre aucun habitant originaire du pays comme esclave, ni d'en faire trafic sous peine de mort. Il est enjoint à tous les Français qui les loueront et retiendront à leur service de les traiter humainement, sans les molester ni les outrager, à peine de punition corporelle. Oui, le rédacteur prévoit des punitions corporelles pour celui qui pratiquerait l'esclavage ou qui maltraiterait les indigènes. L'esclavage est donc puni de peine de mort et les mauvais traitements de peine de fouet. Notez bien, ça c'était dans les statuts de la première Compagnie des Indes, Compagnie des Indes orientales. Le fait que ces statuts font d'abord référence de leur application à Madagascar et aux îles adjacentes
montrent qu'ils sont fortement inspirés par la situation dans la Grande Île, situation calme et même relativement prospère grâce aux directives de paix du maréchal de la Meilleraye. Charpentier s'appuie sur les recommandations du père Étienne. Voilà ce qu'il écrit. Il doit venir encore un plus grand nombre d'ecclésiastiques et d'habitants pour travailler utilement à la propagation de la foi et au rétablissement de la paix, qu'il nous dit avoir été si fort recommandé par feu monsieur le maréchal de la Meilleraye. Il se permet même d'insister auprès des futurs directeurs de la compagnie quant à la répartition des bénéfices de la colonisation. Car comme elle prétend que cette île rapporte de grandes utilités à toute la France, elle prétend bien aussi que ceux qui travailleront sur les lieux à lui attirer ces avantages en jouissent les premiers et qu'il ne soit pas reproché d'avoir transporté des Français dans un pays si éloigné pour n'avoir pas soin d'eux, jusque dans leurs plus petites nécessités. Voilà. Alors, soit Charpentier, puisque c'est lui qui écrit ça, est injuste parmi les justes, soit il a des racines familiales dans l'ouest de la France, puisqu'il soutient les colons, car il défend les colons envoyés par de la Meilleraye, qui sont en majorité originaires de la région où le maréchal a une influence depuis Nantes, dont il est gouverneur, c'est-à-dire le Poitou et la Bretagne. Toutes les bonnes intentions des rédacteurs des statuts de la compagnie seront vite oubliées par les directeurs parisiens. La colonisation de Madagascar passera au second plan face aux richesses de l'Inde. Blanquet de la Haye, le chef d'escadre de Perse, usera de la violence à l'égard des populations malgaches quand il va arriver en 1671. Il est le premier responsable de l'anéantissement du fort Dauphin, nous l'avons déjà dit. Puis la compagnie agonisante abandonnera les colons de Madagascar et ceux de l'île Bourbon. Beaucoup de ces pionniers français sur la route des Indes et de leurs descendants ne tireront aucun profit de cette colonisation et finiront par former une communauté misérable qu'on baptisera beaucoup plus tard les Petits Blancs des Hauts, à La Réunion. Quant à Colbert, il finit sa vie à demi en disgrâce de Louis XIV, qu'il refuse de recevoir peu avant sa mort. Les bourgeois le haïssent, Colbert, car il leur a fait une vraie chasse à la fraude fiscale, certains se faisant passer pour nobles afin d'échapper à l'impôt. Mais oui, parce qu'il n'y a que les bourgeois qui payent l'impôt, les nobles ne payent pas. Il reçoit à sa mort, le 6 septembre 1683, c'est une citation de Charpentier aussi, il reçoit à sa mort, le 6 septembre 1683, des épitaphes vengeresses, telle la fameuse, à propos de Colbert, « Sigis le père des impôts, dont chacun a l'âme ravie, que Dieu lui donne le repos qu'il nous ôta durant sa vie. » Voilà l'histoire des débuts de la colonisation et de l'état d'esprit des fondateurs de la première compagnie des Indes orientales françaises. À une prochaine fois.